Monsieur le Président, je me présente ici devant vous. Je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà, merci. Monsieur le Président, je me présente ici devant vous. Je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà, merci. Nous serons à deux sur les développements des moyens intégrés dans ces mémoires. En ce qui me concerne, je m'en vais vous donner la trame contextuelle qui a permis, comme vous avez vu d'entrée des jeux, M. Salomon Idikalondadela, d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail, ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité, c'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, distingué organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ce pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Mbombo va vous donner les références, lorsque Salomon Idikalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires
interpellation, c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur le tarmac d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idi Kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DENIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabubaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services de renseignement militaire. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivents avec les personnes qui communiquaient ces éléments. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui les concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent des renseignements en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ces services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces de tout ce qui se retrouve en l'état. Ce service va prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il y ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va attirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains du service de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions de violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Lorsque, je ne sais pas si le OPJ, c'est le major Kangoli, le colonel Kingoli va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho.
C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il m'a donné les références de ces pistolets Jéricho, le Premier ministre Honoraire Matata Ponyo va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la... Que moi j'ai un principe, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Et je crois que en occidental, convaincu et convaincant, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de cet individu soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me prend à défaut, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe, par exemple pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a 2 ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques, interpellée et gardée à vue. C'est récent, oui, aujourd'hui. Plus c'est ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges par ma demande personnelle adressée au Premier ministre, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade de Congo et la MONUSCO, à l'ambassade de France de Congo et la MONUSCO.
Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion. Donc je crois que ça peut intéresser la justice. Quant à l'autre cas, malheureusement, nous sommes en situation de guerre, nous imposée par le Rwanda, et la justice s'est intéressée de très près aux accointances qu'il y aurait entre ces personnes, entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le secret de l'instruction. Parce que je tiens à la séparation du pouvoir, mais en même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse. Donc, j'espère que c'est clair. En Occident, c'est normal. Et quand c'est en Afrique, on pense qu'il y a un bout sous roche qu'on est en train de violer les libertés. Ce sont les mêmes circonstances. Pour dire que moi j'ai un principe.